Bonjour à toutes, bonjour à tous. Aujourd'hui, présentation d'une 307 peu commune, la 307 180 Féline, avec ce petit logo 180 sur les deux portes avant. Donc 180, pourquoi? Parce qu'elle fait 177 chevaux, donc ils ont arrondi la puissance moteur pour en faire la 307 180. Donc cette 307 est disponible qu'en version phase 2 et elle reprend la mécanique de la 206 RC qui a été produite de 2003 à 2005 voire 2006, vraiment pour les dernières. Et donc ils ont sorti cette 307 en même temps que la deuxième série de 307 qu'on reconnaît à son pare-choc avant et ses phares avant bien plus agressifs. Et ses feux arrière tout rouges et un peu plus vifs que les 307 première série. Donc les 307 180 on les reconnaît aux jantes spécifiques Eden ou Edel, je sais plus exactement comment ils prononcent ça. Donc c'est des jantes à 6 branches en 17 pouces avec des pneus de 205 de large. Donc c'est la même chose que les autres 307, par exemple HDI 136, qui sont aussi en 17 en option. Mais là le dessin des jantes est spécial. On a une belle sortie d'échappement. On a un petit bec arrière d'office. Et après donc sur cette version Féline on a un intérieur complètement en cuir jusqu'au tableau de bord. Les panneaux de porte qui sont en cuir, les sièges en cuir chauffant d'origine. Donc là celle-ci est couleur bordeaux, des fois vous les avez en noir, j'en ai déjà vu en beige aussi. Et donc après un rappel gris sur le volant, sur les poignées de porte, sur la façade du tableau de bord et le pommeau de levier de vitesse en alu. Je crois que c'est le même de mémoire, ça fait longtemps, mais je crois que c'est le même que sur la 206 RC. Et un pédalier en alu avec un petit repose-pied au niveau du tapis. Donc là, comme on est sur une 307 Féline, on est sur une 307 très bien équipée. Donc comme je disais tout à l'heure, avec le cuir sur le tableau de bord, là on a en plus la navigation GPS RT3. Donc c'est un ancien modèle de GPS, hein, évidemment, là on est sur une voiture de 2005. On a une clim automatique, on a un régulateur de vitesse, on a les phares, les essuie-glaces automatiques, les phares xénon. Enfin bref, on a tout ce qu'il faut. Et cette donc 180 est en 3 portes. Par contre, on garde la même place habitable que les 307 de série. Donc tout à fait correct pour 5. Hormis l'accès qui est plus difficile pour ces versions 3 portes par rapport aux 5 portes. L'accès plus difficile aux places arrière. Et pareil, le coffre est exactement le même avec je sais pas si on voit, tac, oui on le voit maintenant, c'est la banquette arrière rabattable en deux parties au moyen de cette petite poignée, voilà, qui sont sur les extrémités de la banquette arrière. Donc là ça représente le must de la 307. Prix de base, je crois qu'à l'époque en neuf ça valait 25 000 € à peu près. Puis avec les quelques options qu'il y a là, on devait être à 30 000 €, entre autres avec les xénons, le cuir complet, etc., etc. Et donc ce moteur c'est un 2 litres 16 soupapes, donc 177 chevaux associé à une boîte 5 vitesses. Donc c'est le plus gros moteur possible sur une 307 de série. Alors on aurait aimé voir des 307 V6, mais bon, c'était pas le programme, je sais pas pourquoi. Donc on a ce moteur dans cette 307, donc on va pouvoir aller l'essayer et se rendre compte de l'agrément, voir si on est plutôt sur une voiture confortable ou bien une vraie voiture sportive. A tout de suite. Donc nous voilà à bord de la 307 180 Féline. Donc la première chose quand on rentre dans la voiture,
les sièges sont très beaux et en plus ils sont très très confortables. Ça on peut pas lui enlever. On est très bien assis dedans. Ils sont très grands, très rembourrés. Le cuir est vraiment bon. Et d'un point de vue mécanique, là tout de suite, on a un bruit sympa. Donc on est sur une voiture d'origine, hein. Il n'y a pas de, il n'y a aucune modification sur les voitures que je propose en général en vidéo. Et là pour le coup, on est, il n'y a pas d'admission, il n'y a pas de pot d'échappement, il n'y a rien de tout ça, il n'y a pas de gestion. Donc on est sur les voitures d'origine et le bruit est pas désagréable. Peut-être un léger manque de souplesse à bas régime. On va faire la reprise si on peut. On départ 50 en deuxième. Très bonne capacité d'accélération, à part un creux évident à moins de 2000 tours. Ça rappelle un peu les 205 GTI, ça broute un peu, c'est pas très agréable à bas régime. Par contre, une fois qu'on a passé les 4000 tours, on est sur un vrai moteur Atmo et là bien. Alors je ne l'ai pas poussé jusqu'à la rupture qui est à plus de 7000 tours. J'ai passé les vitesses avant 7000 et déjà on avait un très bon plaisir à la manier, cette voiture. Une 307 presque sportive. Je suis assez surpris. Je m'attendais vraiment à une voiture un peu bourgeoise dans le comportement, mais en fait on a vraiment affaire à un moteur qui a du caractère. Par contre en accélération il a l'air pas mal. Par contre en reprise là en vitesse usuelle, on va dire, là je suis à 90 en cinquième à 3000 tours en côte. Pour doubler les camions, elle a l'air assez creuse la voiture, ce qui confirme un peu le manque de couple, on va dire, sous 2000 tours. Sous 3000 tours, ça n'a pas l'air terrible non plus. En fait, c'est une voiture qui demande à être cravachée. Parce que les reprises là comme ça à bas régime, elles n'ont pas l'air. Alors c'est le propre d'un moteur Atmo, mais il y a des moteurs Atmo qui sont assez démonstratifs à bas régime, et là c'est pas le cas a priori. On est vraiment plutôt sur une voiture des hauts régimes. Là c'est pareil, on est à 1500 tours en troisième, sortie de rond-point. Ouais, c'est assez creux, mais ça monte quand même. Là on est en troisième à 50, donc forcément c'est un peu mieux. Par contre là ouais, il faut vraiment passer ça fait vraiment le 16 soupape à l'ancienne. Avec le besoin de monter dans les tours pour en profiter.
châssis, comme toujours chez Peugeot, est excellent. Voilà, quand on la taquine un peu, elle est plus agréable à conduire que... Elle est plus agréable à conduire en la forçant un peu que quand on conduit tranquille. Ce qui est bizarre parce que la 307 qui ressemble un peu à ce qui était à la mode à l'époque, les compacts un peu de forme monospace, qui sont des voitures plutôt familiales au départ. À ce moteur là il fait un peu décalé du coup, parce que avec les voitures dire familiales ou compactes sympas qu'on a l'habitude de conduire, qui sont plutôt coupleuses à bas régime. Là on a une voiture qui est du coup assez nerveuse, et en plus avec un bruit sympa quand on la cravache. Donc il y a un décalage, c'est drôle. C'était un peu le cas de la 206 RC de toute façon, qui était sans couple par rapport à une Clio RS. Alors l'accélération n'a pas l'air fulgurante, elle marche bien, mais il y a quand même beaucoup de poids à emmener. Il y a une tonne 5 à emmener, donc avec les 180 chevaux. Mais le moteur est pas désagréable, encore une fois, après les 4000 tours. La consommation là sur 8500 km, on ressort à 9 litres de au 100. Et d'après la moyenne, je pense que c'est une consommation qui est plutôt orientée route, autoroute peut-être, vu la vitesse moyenne. Ça doit consommer un peu plus, surtout si on conduit comme je viens de conduire là, c'est-à-dire en la brusquant un peu. Donc confort, tenue de route excellent, pas de problème. Le niveau sonore, tant qu'on reste sur des allures normales, il est tout à fait bon. Quand on la cravache, elle fait un beau bruit. C'est plus silencieux par contre. Après, une fiabilité mécanique, après ça dépend comment vous la conduisez. Si vous la cravachez tous les jours, forcément elle durera moins longtemps, mais bon, on est quand même sur un 2 litres essence atmosphérique à l'ancienne, donc assez correct en termes de fiabilité. Après ça va être plus au bout de 10-15 ans comme ça va être plus les équipements électriques qui peuvent commencer à faire défaut, et puis le design du GPS qui est un peu vieux. Mais bon, ça on le sait quand on achète une voiture qui a 15 ans, que le GPS il va pas être au dernier graphisme, et on peut avoir 2-3 détails. Après, d'un point de vue tarifaire, il y en a très peu sur le marché, mais c'est une auto qui vaut à peu près 4-5 000 euros, voire 6 000 euros si vraiment elle a peu de kilomètres. Donc ça reste un budget correct. Maintenant, c'est une philosophie tout à fait particulière, puisqu'on a un moteur sportif, assez sportif dans le comportement, mais on n'a pas une voiture sportive, donc c'est un peu bizarre. On est un peu sur des voitures sur deux philosophies assez opposées au départ, c'est-à-dire voilà, un grand confort, une bonne tenue de route, une carrosserie un peu de monospace, en somme une voiture familiale qui est bonne à tout faire, mais qui en contrepartie est creuse à bas régime et qui donne beaucoup de plaisir à haut régime en cravachant. Donc faut le savoir quand on achète une 307 180. Au final, ça en fait pas une mauvaise voiture, mais ça en fait une voiture qui demande d'être
savoir ce qu'on achète. Quand on la prend, on a beaucoup de puissance, mais on a peu de couple à bas régime. Donc, c'est en connaissance de cause. Si en connaissance de cause, c'est ce qu'on cherche, c'est un peu à la manière des Honda en fait. On a peu de puissance, mais enfin on a peu de couple, mais on a. Après, une fois que le moteur est dans les tours, il est intéressant. Donc c'est un peu à cette manière-là. Si on aime cette philosophie-là, c'est une voiture faite pour vous. Si par contre vous êtes quelqu'un qui aime bien passer ses vitesses en quatrième à 60, choisissez une autre voiture, vous serez déçu. Voilà, merci pour avoir suivi cet essai de 307-180. N'hésitez pas à aimer et à commenter sur la page YouTube Le Garage PTS ou également sur Facebook Le Garage PTS. N'hésitez pas à vous abonner pour avoir accès à d'autres vidéos et aux nouveautés que je posterai régulièrement. Merci en tout cas, à bientôt.